Alors, j'ai avec moi au podcast Elle en a fait du chemin, Madame Chantep. Hello, Jessie! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien. Puis merci d'être venue. Ben, écoute, j'ai bravé la tempête là, pour Écoute. venir vous voir, évidemment. Écoute. C'est moi qui est vraiment charmée de t'avoir parce que, écoute, ça fait un bout de temps qu'on se suit sur les réseaux sociaux, mais là, j'ai enfin la chance de te voir, t'avoir up close and personal, puis pouvoir te poser quelques petites questions. Je pense que cette entrevue-là, c'est comme un petit bonbon pour moi. Ah, ben pour moi aussi, je suis tellement contente de te voir, puis tu es tellement belle. Merci. C'est sûr que là, peut-être tes auditeurs le voient pas, mais moi, tu es un bonbon pour moi à mes yeux. Ben oui, on est diffusé sur YouTube, fait qu'ils vont me voir. Yes. T'inquiète. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire de la télévision? Parce que là, écoute, nous, on pense diversité, on pense 9 à 5. Souvent, nos parents nous poussent vers un métier plus traditionnel. Parle-moi de ça, avec ta jeunesse, ton enfance, un petit peu là-dedans. Rentre-nous là-dedans. Ah oui, écoute, c'est une grande histoire, Jessie, parce que je suis d'origine cambodgienne. Je suis une enfant qui est née durant le génocide du Cambodge. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, le génocide, ça s'est passé entre 75 et 79. Il y a eu plus de 2 millions de morts, de morts des gens qui se sont fait assassiner, tuer pour une idéologie de communiste, de puriste au Cambodge. Alors là, ils tuaient toute la diaspora cambodgienne, c'est-à-dire les intellectuels, les gens, même les gens qui portaient des lunettes, les médecins, les avocats, les professeurs. Tous ces gens-là ont été tués durant cette période-là. Puis ils voulaient vraiment asservir les Cambodgiens dans les rizières, dans les champs, pour pouvoir les contrôler et pour pouvoir mener une philosophie communiste, puriste. Alors, durant cette période-là, mes parents ont survécu au génocide, tant bien que mal, et moi, je suis née à la fin du génocide. Et à travers une histoire assez incroyable là, de fuite, de mine antipersonnelle qui a éclaté durant notre fuite, de mort encore une autre fois autour de nous, etc., de la famine aussi, on a réussi à se rendre jusqu'au camp de réfugiés en Thaïlande. Et là, par la suite, on est arrivé ici au Québec en 79. Alors, au Québec, en 79, j'ai grandi dans une petite ville francophone, très, très blanche, Varennes. Alors, à Varennes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient comme nous, comme moi, en fait, donc d'origine asiatique. Écoute, des réfugiés aussi, là, on ne savait pas trop comment ça se passait, le système ici au Québec. On a eu un bel accueil, sauf que d'être différent, ça apporte aussi son lot de défis. Alors, j'ai été exposée à ça très, très jeune. J'ai vu mes parents avoir eu à se battre, à s'intégrer, à faire en sorte de ne pas trop faire de bruit non plus. Là. Tu sais, ils voulaient se mouler à la société québécoise. Et quand je dis se battre aussi, c'est de prouver aussi qu'on a notre valeur. Alors, avec tout ça, tout ce qu'ils ont vécu par le passé, avec les blessures du génocide, avec les défis de l'intégration ici, ça m'a beaucoup habité jeune. Et quand j'étais jeune, mes parents travaillaient énormément. Ils sont arrivés sans le sou, avec 5 enfants, avec c'est ça, le génocide dans leur mémoire. Et ils étaient tout le temps partis. Alors, j'ai été élevée en grande partie par la télévision québécoise. Et c'est là que, même très, très jeune, j'ai eu cette conscience-là de me dire, ben voyons, il n'y a personne qui me ressemble. Alors, quand on voit personne à la télévision, on ne sent pas exister. Quand on ne sent pas exister, on a l'impression de ne pas faire partie de la société. Ça joue sur plusieurs aspects de soi, c'est-à-dire la confiance en soi, son estime aussi, et ça joue aussi sur notre capacité à se projeter dans l'avenir. Alors, tout ça, ça m'a vraiment... ça m'a travaillé jeune. J'ai été très consciente de ça. Alors, à 14 ans, j'ai dit à mon père, puis j'écoutais Ouattata, j'ai dit à mon père, « Ah là, j'aimerais ça être comédienne. » Là, il a fait, « Ouais, mais tu sais, regarde, tu commenceras par avoir un vrai job, puis après ça, tu iras t'amuser. » Parce qu'évidemment, travailler dans les médias, c'était pas nécessairement une option, hein, surtout pour les parents immigrants. On a comme l'impression que ce ne sont pas de vrais emplois, parce que c'est des emplois qui sont en situation où les gens sont en situation de précarité. Alors là, en tout cas, j'aime beaucoup les arts. J'ai fait un bac en design arts. Et là, par la suite, pour faire une histoire courte, j'ai eu un cancer des ovaires à l'âge de 25 ans. Et là, lorsqu'on passe près de la mort, lorsque on se fait quasiment dire, ben regarde, en fait, tu as ces réflexions-là dans ta vie où tu te dis, ben qu'est-ce que j'aimerais faire avant de mourir? Et c'est là que
l'idée m'était revenue de vouloir travailler dans les médias, mais je ne pensais pas nécessairement me rendre où je suis aujourd'hui. En fait, à l'époque où j'avais eu mon cancer des ovaires, j'ai travaillé chez IKEA comme spécialiste là, de communication visuelle et du design. Donc, tu sais, le magazine Boucherville, admettons. Là. Je ne sais pas si tu connais le magazine Non. Boucherville. Non. Bon, j'étais à la construction même de ce magasin-là, puis tu sais comment ça fonctionne. Un IKEA, tu perds. Alors, si tu te perdais, c'était carrément de ma faute parce que moi, je m'occupais vraiment de toute la signalisation avec mes équipes, etc. Donc, j'étais une spécialiste de la communication visuelle. Et là, par la suite, en retournant à l'école suite à mon cancer des ovaires et suite à avoir fait 2 jeunes enfants, j'ai décidé de faire un AEC en communication média. Et c'est là que j'ai pu rentrer dans le milieu de la télévision, mais je pensais plus au début travailler en marketing. Et puis là, je ne sais pas trop, dans un concours de circonstances, je me suis retrouvée à participer à un événement diversité aussi à l'époque. C'était à TVA. Puis c'est là que j'ai été repérée par un réalisateur qui m'a fait rentrer dans une équipe d'émissions d'affaires publiques, politique municipale. Ça s'appelait... Attends, c'était quoi déjà le nom? Mon Dieu, je me rappelle même plus. Mais bref, c'était en politique municipale. Ça date un peu, là, il y a 12 ans de ça, la mémoire me fait défaut. Mais c'est ça. C'est le même que je suis rentrée dans le milieu, puis j'ai fait mon bonhomme de chemin, puis je me suis démarquée principalement en m'intéressant aux enjeux de société et principalement à tout ce qui touche l'immigration, l'intégration, les nouveaux arrivants. C'est ça, les différences au niveau des chocs culturels. Et voilà. C'est un peu ça, ma petite grande histoire. Mais c'est une belle histoire parce que le côté personnel, c'était vraiment touchant. Ouais. Mais c'est surtout mon vécu qui m'a menée vers le chemin de la télévision et des médias. Parce que pour moi, avoir une représentation, c'est un 4e pouvoir aussi. La télévision, les médias ont ce pouvoir-là. Alors, c'est un pouvoir d'influence, c'est un pouvoir lorsqu'on se voit, on se sent exister, puis quand on se sent exister, bien, ça joue, ça façonne dans notre façon d'exister dans la société, de faire partie de la société. Tout à fait. Puis, tu sais, pour aller dans le même sens, c'était qui ton influence, ta plus grande influence télévisuelle? Parce que là, j'essaie de me rappeler, là, c'est loin, là. Tu sais, nous, on pense au niveau des vedettes plus afro, qu'il y en a pas tant. Mais là, si je parlais de ça, justement, avant le tournage, tu sais, il y avait Marlène Affleck, il y avait Varda Étienne. Mais là, j'essaie de me rappeler, là, loin dans mes mémoires, au niveau asiatique. Non, il n'y en avait pas tant. Puis moi, je suis une enfant des années 80. Alors, tu sais, lorsqu'on tourne à cette époque-là, tu te dis, oh, la télévision québécoise, est-ce qu'il y avait des Asiatiques? Il n'en pleuvait pas. En fait, il n'y en avait pas tant que ça, pas à mes souvenirs. Alors, pour moi, une personne qui m'a beaucoup influencée et qui m'a menée vers le chemin de vouloir faire de la télévision et bien sûr des talk shows. Je pense que c'est une vedette américaine bien connue. Tu sais-tu vers qui je te mène? C'est ça. Oprah! Écoute, moi, j'ai adoré écouter de Oprah Winfrey Show, jeune, puis c'était exactement ça que je voulais faire. Puis elle était là pour faire avancer des enjeux de société sous une façon très accessible aussi. Puis elle n'avait pas peur de faire un choc des idées entre des gens qui avaient des positions très, très à l'opposé. Puis moi, je trouvais que c'était un très bel exemple. Alors moi, dans ma tête, très naïve, quand j'ai commencé, je me suis dit, ben moi, je vais devenir la Oprah Winfrey du Québec, asiatique. Puis par la suite, ben, j'ai eu quand même l'idée, le modèle d'affaires, tu sais, Véronique Cloutier, donc maintenant Véro, que l'on appelle. Puis là, je m'étais dit, ben j'aimerais ça devenir la Véro asiatique, tu sais, comme la Véronique Cloutier du Québec, version Asian. Mais c'est ça. Tranquillement, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu aussi. Je pense que j'ai quand même réussi à certains égards, mais évidemment, c'est pas évident non plus d'essayer de faire son chemin dans le milieu des médias étant une minorité visible. Tout à fait. Mais est-ce que tu sens que tu es en train d'atteindre cet objectif-là, ces objectifs-là? Parle-moi un peu de ce que tu fais présentement. Bien, c'est ça. Moi, après avoir fait mon changement de carrière, après avoir rentré dans le monde des médias à titre de recherchiste, par la suite, j'ai été journaliste, animatrice, productrice aussi. Et j'ai travaillé sur toutes sortes d'émissions, autant des émissions d'affaires publiques, des émissions d'enjeux de société, des magazines. Écoute, j'ai des docu-réalités. J'ai touché à presque tous les formats d'émissions. J'ai touché aussi à la radio. J'ai travaillé au 98.5, Salut, bonjour, Nomme-les. J'ai travaillé chez Attraction Images. Alors, je me suis promenée comme ça dans le monde des médias pendant quasiment 11 ans.
Et avant de rentrer à Radio-Canada, là, le poste dans lequel je travaille en ce moment, j'étais journaliste chez Nouveau Info, donc j'ai parti la nouvelle salle de nouvelles Nouveau Info. Et j'ai vu qu'il y avait un poste ouvert à titre de conseillère diversité inclusion. Puis ça, c'est toujours quelque chose qui m'a animée parce qu'on se rappelle que dès le départ, mon but premier, ça a toujours été de vouloir faire la différence dans le monde des médias, apporter la différence avec la différence, apporter cette représentativité-là. Si ce n'était pas moi qui étais devant la caméra, je laissais la chance aux gens autour de moi de pouvoir accéder à la lumière. Alors, ça a toujours été mon travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, par la suite, quand j'ai vu ce poste-là, je me suis dit, ah, mais c'est une belle opportunité. Radio-Canada, ça pourrait être un nouveau terrain de jeu parce que moi, je l'ai fait à travers tellement de médias différents, à travers tellement d'équipes différentes. Tu sais, j'avais calculé juste pour le fun, avant de rentrer à Radio-Canada, j'avais travaillé avec plus de 100 équipes différentes. Autant à des postes, tu sais, contractuels, des postes permanents, des contrats, j'ai fait du corpo, j'ai tout fait. Alors là, j'ai vraiment, là, j'ai travaillé mon réseau fois 1000. Puis c'est de même que je me suis fait connaître aussi, en quelque sorte, là, en étant un peu partout, puis en ayant cette polyvalence-là, mais toujours avec l'angle de pouvoir faire rayonner la diversité à l'écran. Puis, ben c'est ça. Ce poste-là que j'ai en ce moment, là, ça fait 1 an que je suis conseillère diversité et inclusion dans l'équipe de Yolande James à Radio-Canada pour les services français. Puis, ma job, c'est de faire venir les talents à Radio-Canada, donc des gens qui font partie des groupes sous-représentés, des gens comme toi, Jessie. Hey, qui sait, maybe one day. Mais c'est ça. Donc, des gens en ondes ou hors d'ondes à travers tout le Canada, dans toutes les plateformes de Radio-Canada. Ça peut être autant la télé, la radio, le web. Super! Mais c'est peut-être une annonce exclusive, hein? Alors, pour les fans! Je voulais voir avec toi, est-ce que tu te sens privilégiée par rapport à ton rôle? Tu sais, est-ce que tu sens que comme c'est quelque chose qui... C'est un privilège ou c'est quelque chose que, de toute manière, tu sais, tu te voyais là, bien assise? Mais non, c'est toujours un combat, on s'entend. Là. Dans le milieu des médias, là, c'est un milieu avec beaucoup d'appelés, peu d'élus. Même les gens qui font partie de la majorité, c'est difficile d'accéder dans des équipes, de faire partie là, du milieu du système. Alors, au Québec, les gens se connaissent. C'est un milieu très petit. Alors, le défaut de ça, c'est que les équipes sont souvent les mêmes. On n'essaie pas de faire progresser des talents, intégrer des personnes à des équipes différentes. Mais oui, c'est un privilège, absolument. D'avoir un micro, c'est un privilège, même de faire partie aussi d'une équipe, que ce soit devant ou derrière caméra, c'est un privilège parce que tu as un pouvoir d'influence. Les médias, c'est ça. C'est la beauté des médias aussi. Les gens qui peuvent être à l'autre bout du monde ou regarder ton émission sur leur cellulaire, puis tu peux avoir une certaine influence parce que, de un, les gens ont choisi de t'écouter. Et par la suite, bien, c'est à toi de leur proposer un contenu qui va leur faire réfléchir, qui va leur ressembler, qui va les émouvoir. Il y a toutes sortes de façons de pouvoir influencer les gens et la société. Alors, comme on dit, les médias, c'est un miroir de la société. Alors, oui, c'est un privilège à 100%. Puis, jamais, je pourrais prendre ça pour acquis. Parce que je sais qu'il y a tellement de personnes qui aimeraient faire ce métier-là, mais il faut faire ses devoirs. Faut travailler. Il faut être capable de réseauter aussi complètement. Dans le milieu, il faut comprendre le système dans lequel on entre. Tu sais, c'est comme un jeu. Il faut comprendre les règles du jeu. Après ça, il faut être capable de naviguer pour pouvoir gagner. Puis là, toi, tu considères que tu es une gagnante? Je suis vraiment contente d'être dans une position où là, j'ai un pouvoir d'influence. Oui, absolument. Absolument. Je suis vraiment contente. Je suis fière de mon parcours. C'est pas fini, mais c'est ça. Tranquillement, là, un jalon à la fois. On avance. Puis, tu sais, d'avoir des gens comme toi qui m'interviewent aujourd'hui, je trouve ça hyper le fun. C'est une belle reconnaissance, une marque de reconnaissance aussi. Puis, ben, c'est ça. C'est ne rien prendre pour acquis aussi. Parce qu'il y a tellement des gens qui n'ont pas nécessairement des voix qui sont entendues. Qui sont mises de l'avant aussi, qui n'ont peut-être pas toujours les bons mots ou la présence qui est souhaitée. Alors, c'est ça. C'est un milieu là, qui est très, très, très difficile à intégrer parfois, mais une fois qu'on est là, il ne faut rien prendre pour acquis. Tu as tout à fait raison. Puis c'est une superbe
je pense que tu as une superbe énergie, puis c'est cette superbe énergie-là qui est en train de paver le chemin, puis tu marches avec une lumière, puis là, on la sent. Tu sais, quand tu rentres quelque part, on est comme, wouh, someone came in. Ah oui, tu diras ça à mes enfants quand ils rentrent à la maison. Hey, mommy's there. Yeah, t'es hip, t'es hip. D'ailleurs, je sais pas, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Shan, ça veut dire quoi en cambodgien? Ah, oui. Hey, c'est une belle question. En fait, c'est ça, on retourne à l'histoire de mon enfance, même de ma famille, au niveau du génocide. Mes parents ont perdu un enfant, donc ma sœur. Elle s'appelait Sichan, elle avait entre 10 et 12 ans, quelque chose comme ça. Et durant le génocide, bien évidemment, il n'y avait rien à manger. Puis, elle a mangé, elle avait attrapé un crapaud qui avait des œufs empoisonnés. Et elle a décidé de le manger. En plus, elle était supposée d'attendre mes frères, qui sont encore vivants à ce jour, mais c'est ça, c'est parce qu'elle a décidé de le manger avant eux qu'elle est morte, sinon eux aussi seraient morts. Puis elle s'appelait Sichan. Alors, durant la fuite, pour se rendre au camp de réfugiés de la Thaïlande, je suis née durant cette fuite-là. Et puis, je suis née durant la nuit. Alors, en l'honneur de ma sœur qui est décédée, Sichan, mes parents ont décidé de m'appeler Chan. Donc, Chan, ça veut dire lune. Swan, ça veut dire éveillé. Puis, je suis née à la pleine lune, donc, en traduction libre, c'est clair de lune. Ben, tu vois, c'est comme si je savais même pas. Ah ouais? Mais c'est ça, puis je pense qu'en Asie, vos noms ont une signification, puis Ouais. ça nous suit. Puis même les noms, là, quand on étudie bien l'étymologie des noms, là, ça suit souvent la personne. Donc, wow, sans même le savoir, c'est comme quelqu'un qui éclaire dans les ténèbres. J'espère juste être pas trop dans la lune non plus, là. Je penserais pas. Puis, est-ce que tu te considères comme une pionnière? Cambodgienne, oui. Ben, avant, tu vois, il y avait la journaliste Lakshmi Nguyen, qui est quand même connue, là, qui a fait son parcours aussi de journalistique, entre autres, à Radio-Canada. Elle a commencé à TQS. Puis Lakshmi, elle a même déjà travaillé pour mes projets. On se connaît très, très bien. Mais au niveau cambodgienne, je te dirais, je suis comme la première, là, probablement, à faire ce que je fais en ce moment. Et là, je vois aussi qu'il y a d'autres talents aussi issus de ma communauté qui rayonnent en ce moment. Au niveau asiatique aussi, je pense que, il y a quelques talents aussi que l'on peut identifier, là. Oui. Mais oui, tranquillement, là, je pense qu'on est là, on est de plus en plus visible. Et c'est ce qui est important. C'est plate à dire, mais la pandémie a révélé ça. Parce qu'il y a eu du racisme anti-asiatique. Et ce racisme-là a mis de la lumière sur les Asiatiques, mais de façon moins positive. Mais en même temps, il y a plusieurs Asiatiques qui se sont levés puis qui ont décidé de faire entendre leur voix. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne chose malgré tout, là. C'est vrai, puisqu'il y a la journaliste à TVA. Oui. Puis, Oui, Chouane Femme, que je connais bien. Oui, il y en a, tu sais, des actrices aussi. Il y en a aussi comme Noémie. Là, les noms. Là. Non, je peux comprendre, ouais, parce que c'est dommage parce qu'ils sont, tu sais, il y en a pas beaucoup. Ouais. Mais je pense aussi à la journaliste que Oprah aussi a fait émerger aux États-Unis. Elle fait des beaux reportages et tout ça là. Fait que, oui. ouais, oui, ouais, ouais. Tu vois un petit peu comme tu vois qui que je parle, ouais, une belle dame là, ouais. Moi, je pense qu'on se connecte, on va trouver. Ouais, non, c'est correct. Puis on s'en rappelle plus, mais bon, on va mettre ça, c'est ça. Donc, pour de vrai, c'est vraiment des modèles. On peut se dire, OK, c'est rarissime, mais vous servez quand même de modèle pour plusieurs jeunes. Oui, oui. Puis moi, ce qui m'émeut, c'est que, tu sais, en tout cas, j'ai pas toujours l'impression, tu sais, il y a des gens, c'est ça, comme toi, qui me regardent, qui me suivent dans ma carrière. Il y a plusieurs personnes aussi qui m'écrivent. Puis moi, j'ai pas l'impression tant que ça, là, tu sais, d'être suivie, d'être reconnue, mais ce sont ces témoignages-là, ces gens-là, tu sais, il y a des gens qui m'écrivent, qui disent « Ah, Chan, je t'ai entendu ou je t'ai vu. » Puis là, je me suis dit « Ben oui, c'est possible de faire ce métier-là, c'est possible d'avoir sa place. Tu peux partir de rien, ne pas avoir aucun contact dans le milieu et... » Bien, c'est ça. Si tu as les bons outils, évidemment, pour réussir, oui. Mais c'est ça, c'est possible, je pense. Surtout, de nos jours, les gens sont de plus en plus sensibles à la représentativité. Le média dans lequel je fais partie en ce moment, donc Radio-Canada, est soucieux de ça. Ça fait partie du mandat public, de toute façon, là, de représenter la population canadienne. Alors, oui, il y a de la place pour nous.
Mais je trouve ça beau d'entendre ça. Puis je laisse même ça mijoter. Parce que de même que on voit qu'il y avait des espoirs, exemple dans le sport, puis là maintenant ils partent de Montréal, puis on les voit être expatriés aux États-Unis, Ouais. des grands espoirs. Ouais. C'est la même chose pour des jeunes. On peut leur donner cet espoir-là. Est-ce que tu penses faire Absolument. une tournée des écoles, quelque chose comme ça pour discuter de ça? Parce que je pense qu'il y a plusieurs jeunes filles, des fois, tu sais, même plus jeunes, on se regarde, on regarde, puis on est comme, ouais, on aimerait ça, mais est-ce qu'il y a une percée possible et tout ça? Donc, Oui, puis les gens aiment se voir, aiment, tu sais, voir que oui, c'est possible d'avoir des gens comme moi à la télévision. Oui, c'est possible d'avoir des gens comme moi, tu sais, qui font de la radio, qui font partie des médias. Tu sais, il faut, l'être humain est comme ça, hein. C'est bête, là, mais il faut être capable de se voir, se reconnaître. Tu sais, il y a des gens qui disent: ah, mais tu sais, la couleur de la peau, ça dérange pas, ou le poids, ou, tu sais, bon, peu importe n'importe quel handicap que tu peux avoir. Quand tu fais partie, en fait, d'un groupe sous-représenté, là, je parle, là, je ne dis pas que, tu sais, faut pas me reprendre là-dessus, là, mais tu sais, je voulais dire que lorsque tu fais partie d'un groupe sous-représenté, c'est très important de se voir parce que, c'est ça, on ne fait pas partie de la majorité. Puis l'histoire étant, ou la façon dont tu sais, les médias ont été structurés, c'était souvent en rôle de, tu sais, dans des stéréotypes, dans des façons de démontrer, OK, c'est quoi la beauté. Tu sais, tout à l'heure, avant d'aller en ondes, on en a parlé, mais c'est tout ça, ça a une influence tellement forte sur l'inconscient des gens, que ce soit conscient ou inconscient, mais pour de vrai, ça influence réellement ta perception sur ta valeur même comme être humain. super. C'est un super point. Puis là-dessus, je pense que tu as passé quand même. On t'a vu à l'écran. Là, tu parles de ton rôle tu sais, en Ouais. arrière de l'écran, mais tu as été à l'écran aussi, là. Oui, oui, oui. Ben, là, en ce moment, je suis moins à l'écran. Comme je te dis, là, j'ai comme un rôle de gestionnaire, tu sais. Fait que, mais Ouais. je fais pas une job de bureau, là, mais mon travail à Radio-Canada, en ce moment, c'est de c'est attirer des talents, c'est ça, en ondes ou hors d'ondes, de gens qui font partie de groupes sous-représentés, donc des gens qui font partie de communautés ethnoculturelles. Même les femmes aussi à Radio-Canada, c'est défini comme un groupe sous-représenté. Les gens qui appartiennent aux communautés autochtones, les gens qui sont en situation de handicap et les gens qui font partie de la communauté LGBTQ2+. Alors, c'est toutes ces personnes-là que j'essaie de faire rayonner. Je suis moins devant parce que c'est ça. Juste avant, ben, j'étais journaliste, mais sinon, ouais, en ce moment, je suis moins à l'avant, là. Je trouve ça super le fun de faire ce petit tournage-là. Ça me rappelle the good old days. Je suis contente de te ramener dans tes souvenirs. Ouais, je c'est je ça. suis même fière, d'ailleurs. Je sens que je suis en entrevue, mais pas en entrevue. Oui, oui. Peut-être une entrevue pour une job. Je Oui. parle à une gestionnaire. Fais chaud un petit peu. Mais est-ce que là, tu as déjà donné un petit conseil justement à des jeunes là, qui voudraient rentrer dans le métier? Tu as parlé d'être quand même prêt, d'être prêt à travailler, Ouais. puis de faire ses devoirs. Tu as parlé un petit peu de ça. Ouais. Donc, est-ce que tu te vois comme une inspiration pour la jeunesse à venir? Est-ce que... Ben, en fait, je pense que c'est plus les gens qui vont te nommer comme une inspiration, tu sais. Puis moi, je l'ai fait aussi de façon très, très organique et naturelle avant même d'être payée pour le faire. Du mentorat pour les gens. Tout à fait. J'ai formé tellement de personnes qui, parfois, leur carrière a même été plus rayonnante que la mienne, puis c'est bien correct comme ça. Moi, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. Alors, oui, j'ai eu des personnes que j'ai formées, que j'ai conseillées. Puis, c'est ce que je dis tout le temps, hein, tu sais, il faut comprendre le système dans lequel on est. Il faut comprendre le média dans lequel tu aimerais travailler. Alors, fais tes devoirs, va voir les émissions, va voir les contenus, va voir qui est au contenu, admettons, comme recherchiste ou comme producteur, productrice. Donc, connais un peu tous ces gens-là qui sont derrière, qui sont des décideurs, des influenceurs de contenu, en fait. Puis, vas-y avec ta touche. Qu'est-ce que tu as apporté, toi, à l'émission? Qu'est-ce que tu as apporté au contenu? C'est quoi ton plus-value? Tu sais, les gens disent: ah, j'aimerais ça, mais oui, mais qu'est-ce que tu aimerais exactement? Tout à fait. Et comment est-ce que tu devrais être un plus-value à l'émission sur laquelle tu aimerais travailler, par exemple? Mais pas juste ça aussi. Tu sais, moi, quand j'ai commencé dans le milieu, là, j'avais pas compris qu'il fallait réseauter. J'avais pas compris ça. Tu sais, on se rappelle, là, je sortais d'un cancer des ovaires. J'avais fait mes 2 enfants, un à la suite de l'autre. Je suis retournée à l'école, puis après ça, j'ai tout lâché, ma super de belle job chez IKEA Canada, où j'étais en super de bonne position. Tu sais, j'avais une belle job stable, là. Puis après, j'ai décidé volontairement de rentrer dans la précarité pour
pour ma valeur, tu sais, pour mon vouloir de faire de la différence dans les médias québécois. Alors, tu sais, c'est un petit peu niaiseux, là, comme... en tout cas, c'est un peu fou, en fait. C'est comme quelqu'un qui saute sans parachute, c'est ce que j'ai fait. Mais après ça, une fois que tu es là, ou tu es dans l'eau, puis tu apprends à nager, puis tu apprends à nager vite, là. Puis, à un moment donné, c'est ça, tu sais, je rentrais à la maison, je rentrais à la maison, jusqu'à temps que quelqu'un me dise, tu sais, Chan, tu devrais commencer à réseauter, parce que sinon, les équipes vont pas penser à toi. Tu sais, il faut que tu apprennes à te faire connaître. Puis c'est là que j'ai commencé à réseauter comme une folle pendant 2 ans. J'ai suivi Winston Chan, que je salue. Là. Il est bien connu dans le milieu des médias aussi. Là. Il donne beaucoup d'entrevues, etc. Donc, sur les bons conseils de Winston, c'est un monsieur PR, là, fois 1000, bien, je me suis promenée avec lui dans toutes sortes de 5 à 7, des regroupements, des organismes, nomme-les, des galas, puis tout ça. Puis j'ai bâti mon propre réseau. Puis un réseau, en fait, c'est pas en termes de quantité, c'est en termes de qualité. Puis un réseau aussi, c'est quelque chose que tu nourris. Il faut pas que faut pas que tu sois là pour reprendre quelque chose. Puis moi, de nature, de toute façon, je suis une fille hyper généreuse. Tu sais, je donne sans attendre. Tu sais, je crois beaucoup en la bonté de ce que la vie peut t'apporter. Alors, mais c'est en nourrissant un bon réseau que là, par la suite, maintenant, pour vrai, je fais plus rien tant que ça. Je sors pas tant que ça, mais j'aime ça aussi quand même, être à des événements, etc. Mais maintenant, c'est plus les gens qui viennent vers moi, puis moi, je redonne comme je peux aussi. Alors, oui, c'est très important de réseauter. Il y a le savoir-faire, évidemment. Il faut comprendre les technicalités, les compétences que l'on a à acquérir pour le métier que tu aimerais faire dans le milieu. Et le savoir-être. Alors là, le savoir-être, ça rentre aussi dans le réseautage. Il faut être capable parfois de parler le langage de la personne qui va t'embaucher. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, ben là, moi, je suis comme ça, je suis unique, nanana. Mais tu sais, c'est un travail d'équipe, là. Il faut être capable de comprendre, tu sais, ce qui se passe dans la tête de la personne qui va t'embaucher. Peut-être pas nécessairement dire ce que la personne veut entendre, mais d'être capable de parler son langage. Je pense que ça aide beaucoup aussi. C'est super fascinant. En tout cas, c'était une super de belle entrevue, très riche. On a appris ton histoire, ce qui t'a amené dans le monde des médias. Puis, merci beaucoup. Tu as donné beaucoup en peu de temps. Je pense qu'on a vraiment pu comprendre ce qui t'a motivé. Oui. Alors, merci encore une fois. Merci, Puis, Jessie. je te souhaite... en tout cas, je te souhaite de pouvoir trouver beaucoup, beaucoup de talent. Ah oui, absolument. C'est ça. Venez me voir. Super. Merci. Super. C'est bon.